Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Vincent, je suis motion designer depuis 15 ans maintenant. Donc je fais des films, des animations pour la communication, le digital. Et je suis résident au laptop. Et ce soir, j'avais pas envie de parler de motion design, j'avais envie de vous parler d'un autre projet qu'on a monté avec un ami qui s'appelle le Collective Scale. Le Collective Scale, en fait, c'est un collectif de scénographie digitale, lumière. Donc on fait des installations lumineuses, des sculptures, essentiellement pour le live, pour la muséographie, pour l'événementiel aussi. Et donc voilà, on a monté ça en 2011. Donc on a monté ça à deux. Après, c'est un collectif vraiment à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on peut aller de 2 personnes jusqu'à 10-15 personnes en fonction des projets, avec plein de compétences différentes. On est tous amis déjà dans la vie. Et donc avec plein de compétences différentes, moi je fais du motion design, on a des gens qui font du son, du montage, de la bidouille électronique, ce genre de choses. Donc voilà quoi. J'appuie. Voilà, donc là c'est nous. On est très beau. Pour cette présentation, ce que je vais faire d'abord, c'est vous montrer notre démo, qui montre un petit peu ce qu'on a fait il y a quelques temps, enfin il n'y a pas si longtemps. Et après, je vais essayer de faire une petite historique en sélectionnant quelques projets. Du début pour vous montrer comment on est passé justement de petites choses, donc des petits visuels pour des petits concerts, à des choses un peu plus ambitieuses à chaque fois, en rajoutant une brique, en rajoutant une techno, par exemple les LED ou ce genre de choses, et comment on a réussi à évoluer au fur et à mesure, vraiment en partant de rien. Et donc voilà quoi. Donc tout de suite je vous montre la démo. Est-ce que ça part? C'est parti. Voilà. Donc ça c'est un petit peu la sélection de ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps, donc c'est un petit peu l'aboutissement, et puis maintenant on va essayer de retracer l'histoire. En commençant par la genèse. En fait, tout a commencé, c'est l'histoire qu'on raconte parce que c'est rigolo. En 2009, avec Joachim, on a été invité à un concert des Guns N' Roses à Bercy, donc c'était monumental. C'était des rideaux de LED, des écrans de LED dans tous les sens, de la pyrotechnie, ils mettent du feu, enfin la totale. Et on a vu ça et c'est vrai que tout le contenu, ça nous a pas mal choqué parce que c'était extrêmement cheap, quoi. C'était vraiment de mauvais goût avec à base de filles en maillot de bain, de flammes, d'explosions, de Formule 1 en 3D. Enfin, donc c'était vraiment assez spécial de voir toute cette débauche de moyens pour faire ça. Et donc avec mon ami Joachim, avec qui on a monté le collectif, on s'est dit qu'il y avait peut-être un petit truc à faire. Moi je suis motion designer, je sais faire du contenu. Lui il est ingé son, il est producteur musical, donc il tourne beaucoup avec des groupes, il est ingé son de plusieurs groupes, il fait aussi des spectacles de danse, plein de choses, donc il connaît un petit peu tout le milieu du spectacle. Et on s'est dit il y a peut-être un petit coup à jouer, pouvoir commencer à faire des petits visuels pour des concerts, des trucs comme ça, pour s'amuser un petit peu au début, quoi. Et donc on a commencé par un tout petit projet pour un groupe qui s'appelle Wolfgang.
Et donc on a fait voilà, les visuels pour leur petit concert. Enfin, c'était pas un si petit concert, mais c'était un tout petit projet. Donc on a fait des visuels qu'on a diffusés pendant leur concert. C'était le premier projet qu'on a fait, même si c'était pas encore le collectif Scale, parce qu'on s'appelait pas le collectif Scale. Et on a commencé comme ça, quoi. Ensuite est arrivé Versus 2.0 et la Gaieté Lyrique. La Gaieté Lyrique a quand même une part assez importante dans notre histoire. Donc en fait c'est le label Infine, donc le label de Wolfgang, qui nous a appelés en nous disant on a un projet qu'on monte à la Gaieté Lyrique. La Gaieté Lyrique ouvrait à cette époque-là, c'était en 2011, donc c'était au tout début. Et on a un projet avec Carl Craig, Francesco Tristano et Maurice Van Oswald. On a envie de faire un truc dément pour la Gaieté Lyrique, c'est l'ouverture, quoi. La Gaieté Lyrique était super motivée aussi, parce que c'était un peu leur première grosse soirée. Et donc on a eu des conditions assez exceptionnelles. On a pu aller travailler à la Gaieté Lyrique pendant un mois. Et ils nous ont demandé de proposer quelque chose. Et la Gaieté Lyrique, je pense que tout le monde connaît un petit peu, mais c'est une salle assez démente. Il y a des écrans à 360, les écrans sont motorisés. Enfin, c'est vrai que nous, quand on nous a proposé ça, on était un petit peu comme des fous, parce que c'est une occasion unique, quoi. Et donc on a proposé quelque chose. Et donc ça, c'était le premier projet où on a commencé à s'appeler Scale. On s'est dit que ça commençait à devenir un peu sérieux. Donc on va se donner un nom et on a trouvé ce nom-là, quoi. Donc voilà quelques visuels. Donc on a fait des petites choses comme ça en prolongement de la lumière. On a fait aussi une ville en 3D. Alors ça c'était un peu ma partie, mais c'est vrai que j'étais assez attaché à ça. C'était de corriger les perspectives sur les écrans. Donc on fait une ville en 3D, mais par contre on l'a vraiment réinséré dans la 3D de la Gaieté Lyrique, en repositionnant les caméras pour que vraiment les perspectives matchent et que quand on soit dans la salle, en fait, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir des images plates, mais qu'on ressente le volume, quoi, que les perspectives soient corrigées, que quand on est au milieu de la salle et qu'on fasse une taille à peu près moyenne, mais qu'on ait la sensation justement que la ville, comme on voit un peu ici, là les écrans sont comme ça, mais la ville a l'air plate, quoi. Donc c'était histoire de donner un petit peu le vertige. Encore quelques visuels, on aime bien faire des petites typos, des trucs comme ça. Et ça c'était l'intro, donc c'est un peu bizarre comme ça, mais en fait les écrans sont motorisés. Et c'est vrai qu'en termes de scénographie, c'est un truc génial. Et donc on a commencé en fait avec tous les écrans relevés sauf le fond. Et on a balancé, là c'est des liquides, on ne voit pas mais ça bouge comme des fluides. Et on a commencé à balancer du liquide blanc au fond de la salle. Et au fur et à mesure que le show commençait, les écrans descendaient et le liquide se propageait. Donc à la fin, les gens se retrouvaient complètement immergés de cette matière blanche un peu bizarre, quoi. Voilà. Donc ça c'est encore un dernier petit visuel. Et on passe à Dans le ventre du loup. Ça, c'est le premier vrai projet scénographique, c'est-à-dire on est sorti des écrans, parce que les écrans c'est sympa, mais on avait envie d'un petit peu de sortir du plat, d'aller dans le volume. Et donc c'est la chorégraphe Marion Lévy, qui est une super chorégraphe qui fait vraiment des spectacles. Enfin, moi je suis pas très dense et c'est vrai que ces spectacles ils sont super ludiques, super accessibles. Enfin, moi je trouve ça vraiment génial. Et donc on a cherché une idée, donc là on était en collaboration avec un scénographe qui s'appelle Julien Plessel. Et avec Joachim, ils ont trouvé un truc qui est génialissime, qu'on utilise encore. Je vous montre tout de suite. Ça s'appelle Molo Design. C'est une entreprise canadienne. Et en fait, c'est des murs en papier qui se déplient comme des accordéons. Et plier, ça fait 10 cm d'épaisseur. Déplier, ça peut faire 10 mètres de large. Il y a plusieurs hauteurs. Ça peut faire 1 mètre, 2 mètres. Donc il y a vraiment moyen de s'amuser. Nous, on les a pris en blanc. Et l'idée, en fait, c'était que les danseuses sur scène jouent avec ces molos et qu'elles reconstruisent des volumes au fur et à mesure. Et que nous, par-dessus, on arrive et qu'on fasse du mapping, de la lumière, ce genre de choses, quoi. Et donc voilà pour les molos design qu'on utilise encore pour une scénographie pour Chloé qui tourne encore. Si jamais vous croisez le live de Chloé, vous verrez ces molos, quoi. Je vous montre quelques images. Donc voilà, ça c'est. J'ai oublié son prénom. Voilà. Là, on voit les molos derrière. Et donc, à chaque fois, je ne suis pas hyper fier de ce qu'on a projeté, parce que ça date. Et c'est vrai que maintenant, je ne ferai plus trop ça. Mais donc voilà, là, les danseuses, en fait, à chaque fois, là, elles venaient de construire cette petite pièce-là. Et puis, la pièce d'après, elles le construisent sous une autre forme. Et puis, nous, on modifie le mapping à chaque fois pour donner des petits mondes qui changent au fur et à mesure du spectacle, quoi. Ensuite, on n'a pas voulu revendre, mais Agoria, qui est le fondateur du label Infine, qui est un DJ assez reconnu, nous a appelé et nous a interrogé sur une scéno, parce qu'il en avait un peu marre du DJing plat derrière
pour ses DJ sets et il voulait un truc un petit peu plus quoi. Et donc on venait de faire les molos et on s'est dit ça pourrait être sympa de lui revendre. Donc on a fait cette petite scéno et en fait ça a super bien marché pour une raison assez simple. C'est que c'est léger et ça se plie, les molos. Et en festival, il faut savoir que les changements de plateau sont ultra rapides, c'est-à-dire que quand on arrive sur une scène, en 10-15 minutes, il faut que tout soit, le groupe d'avant soit parti et qu'on soit installé avec le nouveau groupe. Et nous, on arrivait et les gens ils disaient elle est où votre scéno, il est où le camion? Et nous, on arrivait non, c'est les 2 valises là. Et en 10 minutes, on arrivait à déployer ce truc-là qui fait quand même 10 mètres de long. Et du coup, ça a beaucoup tourné parce que par rapport à d'autres artistes électroniques qui tournaient à la même époque, qui avaient des vrais scénos, qui avaient des vrais trucs avec beaucoup de techniciens, de la grosse machinerie. Eux, ils avaient du mal à tourner parce qu'à chaque fois, c'était beaucoup de contraintes, ils ne pouvaient pas faire de changement de plateau. Et nous, on arrivait avec nos valises et du coup, on a fait beaucoup de festivals. On a fait Rock en Seine, on a fait Benicassim, on a fait Dour. Donc on s'est pas mal amusé. Bon, en plus, c'était un petit peu la fête tout le temps parce que voilà, on était un petit peu tout le temps en soirée, donc on a pas mal rigolé à faire tout ça, quoi. Et donc voilà, je vous montre quelques images. Donc bon, c'est musique électronique, donc inspiration assez techno, toujours de la typo, on aime bien. Donc là, voilà, on joue un petit peu sur les volumes, un petit mapping devant, un écran derrière. Et donc voilà, je passe vite fait sur les images pour vous montrer. J'en ai mis trop. Hop. Ensuite, donc toujours dans l'idée de vouloir évoluer, on a voulu commencer à mettre des LED sur des scénographies. Donc on n'a pas commencé par ce projet-là, on a commencé par un autre projet qui est la Nuit SFR Live. Donc ça c'est une agence qui nous a appelés. L'agence qui fait la Nuit SFR Live, c'est la Lune Rousse, c'est ça, oui. Et qui nous a appelés nous disant on fait la Nuit SFR Live cette année, on est super emmerdés parce que la salle qu'on a trouvée, elle fait 3,50 m de haut. Et donc du coup, à 3,50 m de haut, on peut à peine mettre une scène, on peut pas mettre de projecteur et tout ça. Et nous, on a dit pourquoi pas mettre des barres de LED, faire une cage et faire ce qu'on appelle du LED mapping, c'est-à-dire on crée une vidéo, on contrôle tout en vidéo, et puis chaque barre de LED va aller chercher ses pixels dans sa vidéo. Et du coup, pour pouvoir faire des animations un petit peu dynamiques. Donc ils ont appelé un prestataire belge, la technologie elle sortait juste, donc c'était un petit peu compliqué. Et il y a un prestataire belge qui est arrivé, qui nous a monté tout ça et ça a à moitié marché. Le pauvre technicien qui est venu nous installer ça, ça devait prendre 3 heures, ça a pris 48 heures. Et il n'a pas réussi à le monter parce que le mapping qu'on avait fait en fonction du câblage qu'ils avaient prévu, ça ne fonctionnait pas. Et donc du coup, l'installation fonctionnait à peine à 50%, tous les effets qu'on avait prévus ne marchaient pas trop. Et donc voilà, donc du coup, pour Piano 3.0, on a décidé de faire notre système nous-mêmes. Donc c'est Rémi d'ailleurs là-bas qui s'en est pas mal chargé de développer un petit peu tout ça. Donc on a acheté des bandeaux de lait, on a acheté des barres, on les a prises, on les a soudées, on a acheté les drivers, on a développé le logiciel. Et on a fait cette installation pour Francesco Tristano, pour un spectacle. Donc voilà, donc on a créé notre propre kit de LED. Le problème, c'est que le projet n'a pas trop tourné. En fait, il y a eu une seule date. Déjà pour des raisons de production, parce qu'il y a eu un bis-bis, je vous passe les détails. Et aussi techniquement, en fait, parce que c'était la première fois qu'on tentait ça. Et en fait, c'était bourré de faux contacts et c'était l'enfer à installer. Ça prenait des plombes, dès qu'on touchait quelque chose, ça sautait. Enfin, ça marchait pas des masses, quoi. Mais bon, après, c'était quand même un projet, moi que je trouve assez beau. Enfin, je suis assez attaché à ce projet. Et donc voilà, quoi. Donc avec toujours un peu de vidéo derrière, toujours des lettres, parce qu'on aime bien mettre des lettres. On n'écrit rien, mais on met des lettres. Et donc voilà. Ensuite, on va passer à l'expo. Donc c'est vraiment là que tout a un peu changé. Donc toujours la Gaieté Lyrique. Comme je vous le disais, la Gaieté Lyrique a une place assez importante dans notre histoire. La Gaieté Lyrique accueillait la Red Bull Music Academy. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Red Bull qui organise une sorte de masterclass avec tous les musiciens du monde et qui viennent faire de la musique ensemble. Et la Gaieté Lyrique voulait un petit peu augmenter cet événement. Et Vincent Cavaroc, le commissaire de l'exposition à la Gaieté Lyrique, commissaire, il n'y était pas encore, mais il est devenu après, a voulu monter une expo au sous-sol de la Gaieté Lyrique sur la relation entre les arts digitaux et la musique. Et donc il nous a interrogés et on lui a proposé quelques installations.
Donc le cahier des charges, il fallait que ce soit interactif, il fallait que ce soit accessible. Et donc on a proposé quelques installations et c'était pour la première fois aussi qu'on faisait des choses, pas pour les artistes, on faisait des choses et les artistes musicaux nous proposaient de la musique. Donc c'était vraiment assez excitant. Moi pour la petite histoire, je vais vous montrer après, mais sur une des installations, ils nous ont proposé des artistes et je vois la liste, j'ai dit Arnaud Robotini, alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, moi c'est un peu mon idole Arnaud Robotini. Je dis, on ne va pas demander à Arnaud Robotini, il ne voudra jamais, quoi. On a demandé, il a bien voulu, donc c'était vraiment une expérience super sympa, quoi. Je vous montre quelques installations, j'en ai enlevé quelques-unes parce que sinon ce serait trop long. La première s'appelait Résistance. Donc là, on a refabriqué des LED, ce coup-ci on l'a bien fait. On a bien fait nos soudures, on a mis pas mal de temps. Et donc en fait, c'est une installation lumineuse qui réagit à un piano modifié. Donc déjà de base, c'est un disque clavier. Si vous savez ce que c'est un disque clavier, c'est les pianos qui jouent tout seuls, un petit peu comme dans les saloons. On envoie des séquences MIDI et ça joue le piano. Et là, on l'a remodifié avec des boutons et des joysticks pour envoyer des séquences qui ont été créées par le pianiste Rami Ralifé. Et donc, en fait, c'était assez ludique et assez immédiat. On arrivait, on balançait ces séquences comme un petit séquenceur, le piano jouait, et en même temps, ça jouait une partition sur les LED coordonnées. Donc voilà, il y avait aussi un mode free piano où les gens pouvaient se poser au piano, lounge, et puis il y avait les lumières qui bougeaient comme ça, quoi. Donc voilà, avec des petits joysticks. Nous, on aime bien les joysticks et les boutons parce qu'en termes d'interaction, c'est très direct. C'est pas, enfin, j'ai rien contre les choses qui captent le mouvement, qui captent le son, mais c'est vrai qu'on trouve que souvent, on ne sent pas ce qui se passe. Un bouton, au moins, c'est clair. On appuie dessus, il se passe quelque chose. Et puis aussi, le côté, voilà, on dirait une borne d'arcade, et puis c'est rigolo, qu'on a l'impression que c'est un jeu, quoi. On passe un petit peu, donc voilà un petit peu à quoi ça ressemblait. Hop. Immorphosis. Immorphosis, en fait, on est revenu un peu sur nos premières amours, hein, les 360 dans des salles, mais ce coup-ci, on a rajouté le sol. Et donc Arnaud Robotini nous a écrit une musique, j'étais super content. Et il y a eu trois autres films avec d'autres artistes musicaux, dont le clip de Bachar Ralifé, qui a été co-réalisé par Lucas, qui est là. Et donc le principe, c'était un 360 plus le sol. On a vraiment essayé de faire une seule image, toujours avec le même principe de recréer la salle en 3D, et après on recrée tous les visuels en 3D autour. Et pour vraiment sentir une sensation d'immersion, pas juste des écrans, et que vraiment les perspectives se corrigent et qu'on ait l'impression d'être dans une sorte d'univers 3D. Et au milieu, il y avait un gros bouton, on appuyait dessus et ça modifiait un petit peu ça rajoutait des effets, des choses comme ça, quoi. Donc voilà, les gens ils étaient un petit peu en mode chill. Là, c'est quand on appuie sur un bouton, voilà, ça faisait ce genre d'effet de petites choses. Et ensuite, la dernière que je vais vous présenter de cette expo, Paris Music Club, c'est Playground. Alors ça, c'est vraiment l'installation qui a vraiment super bien marché, parce qu'elle était rigolote. En fait, c'est un tapis façon Twister, un petit peu. Et les gens montent dessus, et là, on ne voit pas parce que c'est flou, mais toutes les caisses claires qui sont devant, il y a des petits moteurs avec des petites baguettes. Et quand on appuie dessus, ça envoie des séquences, donc ça fait des séquences de tambour, des choses comme ça, des petites séquences qu'on avait écrites. Et en fait, on ne pensait pas que ça marcherait à ce point-là, mais c'est vrai que quand les gens ils ont un petit peu bu dans une soirée et qu'il y a un truc de Twister où on peut faire du bruit et de la lumière, ça marche super bien, quoi. Donc là, on voit le petit moteur avec la petite baguette. À chaque fois, ça déclenchait aussi un petit mapping sur la peau, histoire de donner un peu plus de corps. Donc là, on voit quelqu'un qui s'amuse vraiment beaucoup dessus. Et donc voilà, et c'est à peu près tout, je pense, sur Paris Music Club. Ça se passait super bien. Et l'expo Paris Music Club a tourné à Montpellier, donc tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. On commençait à nous commander les installations. On devait même faire un événement pour Orange avec François Hollande qui devait venir, donc on était très excités quand même de voir François Hollande. Et il y a eu une inondation en 2016, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et il y a eu 2 mètres d'eau à Nemours et notre stock était à Nemours. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un petit peu tout perdu. Le piano, les batteries, enfin tout a pris l'eau, tout a flotté dans l'eau pendant une semaine. Et donc du coup, après il y a eu une période un peu creuse, quoi, où on s'est retrouvé un petit peu tout ce qu'on avait mis, parce que Paris Music Club, ça avait quand même pris 6 mois à faire. C'était vraiment un projet de longue haleine. On comptait capitaliser dessus et après on s'est retrouvé un petit peu à sec, quoi.
Donc voilà, c'était super, super sympa. Mais paradoxalement, ça nous a permis de rebondir après, et je continue avec Ammonite. Donc en fait, tout n'est pas mort dans cette inondation. Les LED qu'on avait hyper mal fait au début, et bien en fait, celles-là, elles ont bien tenu, elles ont flotté 1 semaine dans l'eau. Et miraculeusement, on y a été, on a nettoyé, on a tout briqué, on a rebranché et ça marchait, quoi. Donc du coup, là, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et pour une fois, au lieu d'attendre parce que c'est vrai que tous les projets qu'on a eus, ça a toujours été soit de la commande, soit bosser pour des artistes. Et on s'est dit, pour une fois, on va essayer de faire un truc en partant pour nous, quoi. On va partir de zéro et on va le faire pour nous. Et on va voir ce que ça va donner. Donc on avait les LED. Il y en a, bon là on ne voit pas, mais il y en a 112. On n'avait pas les pieds de micro. Et donc du coup, on a fait une 3D. On a essayé de vendre ce projet à Ammonite, qui en fait c'est deux cercles concentriques avec des LED qui réagissent à la musique avec un piano au milieu. Et on a réussi à le vendre à une entreprise de fenêtres belge, je ne me rappelle plus le nom. Je n'ai pas les télés, c'est pas Dickeneck. Dickeneck, c'est le film. C'est pareil, je crois. Enfin, bon, bref. Et on a réussi à le vendre et du coup, ça nous a payé les pieds de micro. Et on a pu faire un peu la première vraie installation qui nous appartient et qu'on va pouvoir faire tourner, quoi. Donc, c'est destiné à un pianiste ou à un artiste au milieu. Ça marche quand même mieux avec le piano. Et donc, c'est la première fois qu'on a dit, voilà, on ne fait pas une expo qu'on nous a commandée, on ne travaille pas pour tel artiste. On a cette œuvre, est-ce que vous la voulez? Donc on l'a vendue, la première fois on l'a fait avec le pianiste Rami Ralifé, on l'a refait avec Vanessa Wagner à un concert à Metz. On a fait aussi un petit peu d'événementiel parce qu'il faut quand même un petit peu payer les factures. Et donc voilà, donc ça c'est Ammonite. Et puis c'est vraiment je trouve que c'est un projet qui est un peu je ne sais pas comment dire, mais c'est la première fois qu'on a fait, c'est pas vraiment la première fois, mais c'est la première fois que l'objet, qu'on était content de sortir un objet qui était aussi fort, c'est-à-dire que même quand ça bougeait pas, c'était joli, quoi. On n'était pas obligé de l'animer ou de le voir. Et d'ailleurs, on a un artiste préquel, Thomas Roussel, qui nous a appelé et qui le voulait sur sa photo d'album, quoi. Donc on a fait la photo avec un super studio de photo, et donc on l'a monté, parce que c'est quand même long à monter, quoi. Et on avait préparé plein d'effets, plein de trucs comme ça. Et le photographe, il a fait, bon, allumez tout en blanc. Okay. Et puis nous, on s'est assis, puis ils ont plié les photos pendant 2 heures. Donc on a allumé en blanc et puis on a redémonté après, quoi. Donc voilà, donc ça c'était Ammonite. Après, c'est avec Ammonite aussi qu'on a rencontré l'agence Tétro, avec qui on travaille beaucoup et qui nous aide beaucoup aussi après. Je vais en parler juste après. Je vais en parler pour la partie que j'ai appelée mécénat. Donc cette agence Tétro qu'on a rencontrée, en fait, nous a organisé un appel d'offres. Un appel d'offres pour The Absolute Company Création, donc qui est un mécénat absolute. Et cette boîte, en fait, il y a 2 ans, avait construit ce qu'ils appelaient une machine, qui était en fait une scénographie un petit peu digitale, qui tournait un petit peu dans les festivals, et ils mettaient des artistes électroniques dedans. Et ils voulaient une nouvelle version, ils voulaient un nouveau projet. Et donc, Tétro organisait un appel d'offres pour proposer quelque chose. Et c'était déjà c'était payé pour un appel d'offres, faut le souligner, c'est pas souvent. Donc on était super content de le faire. En face, on avait vraiment un peu nos idoles, quoi. Il y avait Joanny Lemercier qui était en face. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu une star de ce genre de scénographie. Il y avait Super Bien, qui est une énorme agence à Paris. Et nous, on a fait notre petit projet. En fait, en s'inspirant d'un projet qu'on avait fait avant, que je vous montre tout de suite, qui s'appelle Drops and Points. Et c'est un projet pour le vibraphoniste Pascal Schumacher. Et c'est sur ce projet en fait, qu'on a testé pour la première fois de mélanger de la vidéo avec des LED tout autour. Moi j'appelle ça l'effet Ambilight. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez des téléviseurs Philips d'il y a 10 ans. Mais c'est vrai que la vidéo plus la LED autour, ça marchait pas mal. Et on s'est dit, on va proposer ça, quoi. Et on est parti aussi, on s'est un petit peu inspiré des décors d'opéra au XVIe siècle, où tous les décors, en fait, c'était des feuilles de décors qui étaient les unes placées derrière les autres. Et du coup, on a proposé ce qui s'appelle Physis, et on a gagné l'appel d'offres, donc on était super contents. On a pu fabriquer cette machine.
Donc en plus on s'est un petit peu amusé parce que voilà, il y avait un tout petit peu de moyens, donc on a fait un DJ booth transparent avec des lumières un peu en dessous. Et ça a pas mal tourné cette année, c'était à la Nuit Blanche sur le parvis des Invalides pour ceux qui sont passés par là-bas. Et donc cette machine, elle voyage un petit peu de festival en festival, les artistes électroniques ou pas, mais pour l'instant on n'a que les artistes électroniques, vont dedans et s'amusent avec la machine et nous derrière on joue les médias, on joue les choses. Oui, c'est vrai que c'est un point que j'en parlais vite fait. C'est un point, je vais aller vite. C'est vrai que nous on aime bien jouer derrière les artistes, enfin pour tout ce qui est envoi de médias, choses comme ça. On ne fait pas de choses trop automatisées, trop programmées. On fait des choses qu'on joue, on aime bien jouer avec les artistes, quoi. Donc on continue, donc ça a été à Calvi and the Rocks aussi, ça a été à Panorama, ça a été au Scopiton, donc voilà pour ce projet. Quelques photos. Ça a été en haut du Mont Blanc, enfin en face du Mont Blanc. J'ai jamais eu aussi froid. On était les pieds dans la neige. Parce que bon voilà, c'est aussi du mécénat, donc il faut qu'il y ait des belles images. Et c'est vrai qu'Absolute avait absolument envie d'avoir la montagne posée sur la montagne. Donc on a posé la montagne sur la montagne et c'était assez compliqué, quoi. Il faisait très froid. Voilà, et je termine par la dernière partie. J'appelais ça le rêve chinois, c'est bizarre. Donc en fait, Ammonite a pas mal résonné en Chine. Je vais prendre des notes parce qu'après, je ne me rappelle plus le nom. Ça a pas mal résonné en Chine et on a une boîte de prod chinoise qui nous a dit on aimerait bien construire Ammonite. Bon, par contre, on ne peut pas le déplacer, donc est-ce qu'on peut commencer à faire des prototypes avec vous? On a fait oui, pas de souci, on commence, quoi. Et parallèlement, l'agence Tétro nous appelle, ils avaient chopé une occasion pour un spectacle en fait, qui se montait, qui s'appelle Apologue 2047, qui est mis en scène par Zhang Yimou. Et en fait, c'était un grand spectacle dont le thème c'était le dialogue entre les nouvelles technologies, les trucs comme ça, et les arts traditionnels chinois. Et donc, Tétro nous a appelés et il nous a dit est-ce que vous avez quelque chose? On a fait bah oui, mais là c'est dans un mois, c'est compliqué de prendre quelque chose en partir de zéro. Par contre, on a Ammonite qui commence à se monter en Chine, donc on a proposé Ammonite et les Chinois ont fait ouais c'est super, par contre c'est un peu petit. Et donc du coup, ils ont dit ok, partons là-dessus, puis mais faites un truc plus gros, faites un truc un peu plus mastoc, quoi. Et donc du coup, on est arrivé sur Nautilus, donc qui fait 12-13 mètres de large, je crois que c'est accroché à 10 mètres de haut. C'est des LED au pixel parce que Ammonite c'était des LED, c'était une barre, un pixel. Et là, ce coup-ci, voilà, c'était de la LED vraiment, donc ça permet de faire des effets vraiment fins et tout ça. Et donc voilà, je vais finir par vous montrer quelques images. Et depuis qu'on a fait ce projet, avec la Chine, ça marche plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'autres propositions de projets. On va sûrement remonter Playground, donc le truc avec les batteries, on va le refaire mais en plus gros. Nautilus a déjà fait une première tournée, il a été déplacé sur des défilés de mode la semaine prochaine, il est sur un défilé de mode, sur des trucs de voiture, et c'est vrai que là-bas, d'un seul coup, tout s'accélère, donc on est super content d'avoir eu cette occasion-là et de pouvoir approfondir tout ça, quoi. Je vous montre quelques images, donc voilà. Donc ça, c'est avec, je ne sais pas c'est quoi il joue, c'est du oud ou peut-être quelque chose comme ça. Et donc voilà. Quelques images. Et c'est fini. Je vous remercie.